c'est l'avantage de passer en dernier, c'est qu'on a moins de choses à dire, parce que beaucoup de choses ont été dites avant. D'autant plus que le temps, on l'a largement dépassé, donc je ne vais pas revendiquer une péréquation du temps de parole, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même. Voilà. Alors, le débat, ça a été rappelé pratiquement depuis le début de cette journée, et plus précisément encore par Hubert, mais les relations entre l'agriculture et l'exploitation familiale en particulier et le mode de production capitaliste, c'est quelque chose effectivement de très ancien. Je vais moi aussi remonter même avant Kautsky, c'est-à-dire à Karl Marx lui-même, hein, qui avait pronostiqué, si je puis dire, un certain nombre d'évolutions. Et on a pratiquement jusqu'à aujourd'hui un débat qui, on le voit bien avec l'organisation de cette journée, qui ressurgit à la faveur de l'évolution de l'agriculture et évidemment de l'évolution et des appétits du mode de production capitaliste. Donc si vous êtes à la manœuvre pour le passage des diapos, voilà, vous pouvez vous caler sur mon écran, parce que je l'ai devant moi. Voilà, c'est bon, on est calé. Bon, je reviens très vite sur ce qui se passe en ce moment, la colère paysanne, même si Jonathan l'a rappelé ce matin, évidemment on ne peut pas mesurer la crise agricole au nombre de tracteurs qu'il y a dans la rue. En plus, je pense qu'il ne faut pas se limiter au discours médiatique, on entend vraiment beaucoup de choses sur les normes, la concurrence, la surtransposition. C'est certainement des aspects très légitimes, hein, mais ce que je vois moi, dans ces débats actuels très médiatisés et en arrière-plan, c'est que l'on a quand même encore des visions très opposées de ce que doit être l'agriculture, et on s'interroge beaucoup, et ça fait partie des lignes de fracture un peu syndicales, on s'interroge beaucoup sur l'avenir de l'exploitation familiale, et Hubert a quand même donné un certain nombre d'éléments qui vont dans le sens de l'interrogation. On se demande si finalement on n'a pas trouvé la réponse au regard de tout ce qu'on peut observer, en tout cas statistiquement. Donc moi je vais revenir sur une approche assez historique et économique, puisque c'est une ligne de démarcation exploitation familiale ou disparition de l'exploitation familiale, une ligne de démarcation qui a quand même structuré les débats au sein du monde de la recherche, à l'INRAE aujourd'hui, et au sein de l'enseignement supérieur. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que dans ce discours, on est quand même sur une lecture assez étonnante quand même de la crise agricole et de l'interrogation qu'on a sur l'exploitation familiale. Pour ne prendre qu'un exemple, hein, vous avez un certain nombre d'ouvrages qui sont parus ces dernières années autour de ce qu'ont appelé notamment Bitoun et Dupont, le sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique. Donc je pense que c'est un livre qui mérite d'être lu, parce que ça fait un peu écho à ce que disait Max Weber dans son histoire économique sur l'agriculture allemande, qui perdait au fur et à mesure de sa modernisation le lien aux traditions, aux institutions féodales, et elle se dirigeait vers une agriculture capitaliste dominée par le salariat agricole, et il ajoutait en plus composé d'immigrés polonais, donc ça commençait un peu à le chiffonner. On sait à peu près la position de Max Weber, en tout cas à une période de sa vie. Donc on voit bien que dans la situation actuelle, il y a quand même une forme d'inquiétude, de nostalgie. On en a beaucoup parlé ce matin, mais une forme d'essentialisation finalement du monde paysan, alors qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et je pense que parfois le débat est un petit peu on sous-estime la rupture qui est en train de s'accomplir. Je voudrais juste rappeler aussi deux auteurs qui me paraissent importants. Dans les années 30, Georges Canguilhem, un médecin et un philosophe des sciences, s'était interrogé dans un article qui s'intitulait « Le fascisme et les paysans ». Il expliquait bien que finalement, pour les classes moyennes et pour les paysans, choisir de soutenir le capitalisme fondé sur la doctrine du profit limité, c'est d'abord se ruiner nécessairement à bref délai, et c'est ensuite et surtout ne pas même sauver l'économie capitaliste. Donc déjà, on avait là dans les années 30, à une période un peu difficile,
des difficultés autour de la question de la paysannerie. Et puis Fernand Braudel, quand même, dans l'identité de la France, il y a des passages assez importants et assez étonnants. Finalement, il expliquait que tous les chocs qui ont poussé l'économie paysanne ancienne à sa catastrophe, eh bien, il parlait précisément de l'introduction du tracteur, du moteur mobile capable d'entraîner derrière lui la charrue la plus sophistiquée, l'énorme moissonneuse-batteuse, une usine en mouvement, disait-il. Et donc il voyait finalement une ancienne France paysanne qui avait survécu et qui rentrait dans une modernisation capitaliste. Elle était happée en quelque sorte. Bon, il y a une vision assez nostalgique dans ces propos-là. Alors, on va peut-être passer directement à la diapo, là, parce que je terminerai là-dessus tout à l'heure. Donc, sur Karl Marx, je pense que c'est vraiment un point de départ assez décisif, à la fois dans ses manuscrits de 1847 et surtout dans le premier livre du Capital, dans son fameux chapitre sur l'accumulation primitive du capital, où il explique tout le processus d'expropriation du travail et d'appropriation du travail du petit producteur, que ce soit l'agriculture ou l'artisanat. Donc il explique bien que par l'accumulation du capital, par cet appétit du capital d'élargir ses sources de profit, eh bien l'agriculture va être subsumée sous le capital, va être absorbée, et c'est le mot absorbé a un sens, puisque c'est un terme qui va finalement structurer tous les débats dans les années 60-70 en France, l'absorption de l'agriculture dans et par le mode de production capitaliste. Et donc, il voyait, ce que Hubert a rappelé, la séparation du travail libre et de l'outil de production. Donc ça, c'est un point important. Et cette citation extrêmement célèbre de Marx, où il montrait qu'au fond de l'accumulation primitive du capital, au fond de sa genèse historique, eh bien, c'est l'expropriation du producteur immédiat, la dissolution de ce producteur immédiat et la dissolution de la propriété fondée sur le travail personnel de son possesseur. Donc ça me paraît important d'être rappelé, d'autant plus que Marx avait associé et articulé à cette perspective-là une dimension politique. L'expropriation des petits producteurs, des agriculteurs, ne pouvait que nourrir le prolétariat, grossir les effectifs de prolétaires, et donc finalement la perspective, ça serait de faciliter par l'accroissement de ces effectifs de prolétaires le mouvement révolutionnaire contre le capitalisme. Et on voit bien que là, ça pose un certain nombre de problèmes, justement. J'apprendrai à personne absolument rien en disant que les agriculteurs aujourd'hui, en tout cas une bonne partie d'entre eux, ne sont absolument pas, même quand ils sont dominés, absolument pas révolutionnaires. Donc ça peut poser un problème. Je précise quand même une chose, c'est que la perspective de Marx a quand même fait l'objet d'un certain nombre de débats très rapidement. Avec Vera Zasulich, qui était en Russie, à partir de 1881, il y a eu un échange de lettres entre Vera Zasulich et Karl Marx. Il était à la fin de sa vie, il est mort 2 ans après, et on a retrouvé dans les archives, de façon assez miraculeuse, ces échanges épistolaires où il montrait que, effectivement, l'argument de Vera Zasulich sur le fait que c'est plutôt du côté de la Russie qu'il faut regarder pour s'interroger sur l'avenir de l'agriculture, et les petites communes russes étaient, de ce point de vue-là, un exemple, eh bien, avait fait dire à Marx qu'il s'était probablement trompé, effectivement, puisqu'il avait centré son analyse sur le cas de l'agriculture britannique, et on sait ce que c'est devenu, évidemment. Donc déjà, vous voyez, il y avait un foyer, à la limite historique, autour de cette question de l'exploitation familiale. Qu'est-ce qu'elle allait devenir? Est-ce qu'il y aurait des freins à sa disparition ou pas? Et puis, évidemment, il y a eu toute une flopée d'auteurs qui ont suivi. Hubert a rappelé Kautsky, évidemment, sa question agraire est un ouvrage absolument fondamental, parce qu'il explique, il se situe dans le sillage de Marx, mais il explique bien qu'il y a des freins à la disparition de cette petite exploitation familiale pour des tas de raisons. La question de la propriété, la question du comportement des exploitants, etc., etc. Et puis Lénine, évidemment, un peu plus tard, dans le développement du capitalisme en Russie, 1899, ouvrage absolument fondamental, parce qu'il met en place les prémices d'une réflexion sur la décomposition de la paysannerie, expression qui va revenir sur l'actualité dans les années 60-70 dans les débats en France, et lui aussi va se considérer que l'exploitation familiale est condamnée,
que ce sera une question de temps, et il s'oppose de ce point de vue-là à Tchaïanov dans son organisation de l'économie paysanne qui posait les fondements finalement d'une résistance de l'exploitation familiale. Et puis par là-dessus, Rosa Luxembourg, dans l'accumulation du capital, qui explique vraiment de façon très détaillée que le capitalisme a besoin de s'étendre, a besoin d'absorber progressivement toutes les sphères qui lui échappent, et donc forcément à se mondialiser, ça a été rappelé tout à l'heure par la première intervenante, et que finalement, la petite exploitation agricole pour Rosa Luxembourg, c'était pas un vestige du passé, elle n'était pas forcément condamnée, c'est simplement que l'accumulation du capital à un moment donné devait s'en emparer parce qu'il en avait vraiment besoin. Alors on a des résonances chez un autre auteur, alors qui n'était pas véritablement marxiste, loin de là, mais Karl Polanyi avait bien montré que dans sa grande transformation, que finalement l'affirmation du capitalisme à partir du XVIIIe siècle serait un déclencheur de la marchandisation de la terre, d'une production agricole sur une échelle élargie, et donc il y aurait un détachement de l'homme, du producteur lui-même, du sol sur lequel il travaillait. Alors je vais passer assez directement aux années 70, ça a été rappelé ce matin dans les années 20-30 par Jean Vigreux, qui avait effectivement des tensions sur la question de la paysannerie par rapport au monde ouvrier. Mais surtout, ce que je veux rappeler à partir des débuts des années 60, c'est qu'il y avait quand même un contexte idéologique porteur. Dès la fin des années 50, le marxisme s'introduit dans les universités alors qu'il en était absent jusque-là. Ça a été extrêmement compliqué d'introduire dans les enseignements, dans les recherches, l'œuvre de Karl Marx, en tout cas son œuvre économique, et finalement on vient progressivement à constater qu'à partir des années 60, à la faveur d'un certain nombre d'interventions, d'engagements de professeurs, de chercheurs, on accepte que l'enseignement marxiste occupe une place dans la sphère de l'enseignement supérieur et dans le monde de la recherche. Et donc on voit bien à partir de là que, étant donné ce contexte favorable, tout un tas de chercheurs, notamment dans les écoles d'agronomie, à l'Institut national de la recherche agronomique, vont s'emparer de la problématique de l'exploitation familiale pour essayer de creuser, à travers des enquêtes de terrain notamment, mais aussi à travers des réflexions théoriques, pour essayer de réexaminer, d'actualiser le débat qu'avait introduit Karl Marx au XIXe siècle. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur ce problème-là. D'abord, vous avez des intellectuels, des scientifiques, mais aussi des lieux institutionnels qui sont des socles finalement pour discuter, échanger, publier les travaux. Il y a plein de figures qui ont travaillé là-dessus. Jonathan a rappelé ce matin la figure importante d'Amédée Mollard, mais évidemment, quand on regarde les débats de l'époque, il y a deux figures qui surgissent. Claude Servolin, qui, dans 72, publie L'absorption de l'agriculture dans le mode de production capitaliste. Alors c'est un titre un peu trompeur finalement, parce que malgré tout, il explique qu'on ne va pas perdre l'exploitation familiale, elle va résister pour un tas de raisons qui va probablement aller chercher du côté de Kautsky justement, il va les actualiser pour l'époque des années 70. Et en face de lui, vous avez Jean Cavaillès à l'INRA de Dijon, qui lui va au contraire considérer, mais c'est même pas un sujet, puisque dès la fin des années 50, avec la mécanisation, le crédit bancaire, le recours aux intrants minéraux, etc., vous avez placé finalement l'exploitant familial sous la dépendance de ses fournisseurs amont et de ses débouchés en aval. Bon. Et quand il n'y a pas forcément de contradiction entre l'absorption de l'agriculture dans le mode de production capitaliste et le statut juridique que revêt l'exploitant familial. Et donc vous avez des lieux institutionnels qui sont extrêmement importants, puisque, encore une fois, le contexte est assez porteur. L'INRA, finalement, à partir de 68, va renouveler tout un tas de chercheurs et va, au travers du département d'économie et de sociologie rurale, permettre, en quelque sorte, institutionnellement,
qu'on puisse travailler sur ce type de recherche. En face, vous avez l'Association française des sciences politiques qui va permettre là aussi de publier un certain nombre de rapports, j'ai un exemple juste après, et des revues qui me paraissent importantes, en tout cas pour les économistes de l'époque, la revue critique de l'économie politique, qui a disparu aujourd'hui, et les cahiers d'économie politique qui continuent à exister, qui est une émanation de l'université d'Amiens autour de marxistes et d'économistes réclamant de la pensée de Sraffa, par exemple. Et donc c'est à travers ces lieux institutionnels et ces supports de publication que vous pouvez prendre connaissance de l'intensité des débats qu'il y a eu à l'époque. Bon, voilà. La Fondation nationale des sciences politiques a publié un certain nombre de livres qui finalement sont composés de contributions de la part d'un certain nombre de chercheurs, et dans celui-ci, de 1972, on trouve le fameux chapitre de Claude Servolin, l'absorption de l'agriculture dans le mode de production capitaliste. Et puis en face, vous avez, je passe un petit peu vite, mais Jean Cavaillès qui lui va, à travers ses cours, constituer un document qui aurait dû être finalisé sous la forme d'un ouvrage, mais il a finalement renoncé. Et Cavaillès explique que la décomposition de la paysannerie, elle est lancée depuis très longtemps, comme je viens de le dire, et il s'affronte, il va critiquer la thèse de Servolin en estimant qu'elle est anhistorique, il ne tient pas compte des contradictions du capitalisme et donc de l'histoire de ce système. Il pense que la position de Servolin, elle est ancrée dans le structuralisme de Louis Althusser, avec cette idée d'invariance structurelle, et l'exploitation familiale de ce point de vue-là pourrait être considérée par Servolin comme un invariant structurel. Et donc, ça l'empêche de penser les dynamiques des sociétés selon le principe de contradiction, principe qui a été rappelé ce matin dans le préambule. Et donc il va publier un certain nombre d'articles, il va publier un cours qui va rester un petit peu dans les annales, et il pense que finalement Servolin est très proche de Chaïev, que critiquait précisément Lénine dans son développement du capitalisme en Russie. Alors ça, c'est vraiment des publications très académiques en quelque sorte, on pourrait dire aujourd'hui, mais vous avez toute une littérature grise qui a été foisonnante à l'époque, dans des revues comme Autogestion, Communisme, Nouvelle Campagne, avec évidemment en toile de fond du militantisme très actif. La figure de Bernard Lambert a été évoquée tout à l'heure, donc ça c'est assez intéressant de voir justement cette figure-là qui prenait position dans le débat en tant que syndicaliste. Et puis à partir des années 80, le cycle idéologique qui avait été porteur pour justement mettre en avant, publier, confronter les débats, les positions, etc., eh bien ce cycle idéologique prend fin. Comme vous le savez, il a été à plusieurs fois mentionné le libéralisme, le néolibéralisme, la mondialisation, mais en toile de fond, il y a quand même un contexte idéologique qui est interrompu à partir des années 80, et là on voit bien qu'à la faveur d'un certain nombre d'arguments, eh bien le marxisme s'efface, est un petit peu retiré des enseignements dans les universités en particulier et dans les grandes écoles d'agronomie également, et vous avez une figure un peu clé, j'en parle ici étant donné qu'il a été un membre du Parti communiste à une certaine époque, mais Henri Denis, qui était professeur de sciences économiques à la Sorbonne, qui avait été l'auteur d'un grand manuel d'histoire de la pensée économique qui est toujours réédité et qui est toujours traduit. J'ai bien vu les 5 minutes, là je m'approche de la fin. Eh bien Henri Denis lui-même, qui avait été rédacteur en chef de la revue Économie et Politique, qui était l'émanation de la cellule des économistes du Parti communiste, eh bien en 80, il publie L'économie de Marx, Histoire d'un échec. Et donc là, ça constitue quand même un virage, parce que lui-même, qui avait pourtant beaucoup œuvré pour initier l'introduction du marxisme dans les universités, eh bien prend un nouveau virage, et je pense que c'est, d'une certaine façon, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, mais l'incarnation du tournant qui va précipiter finalement le déclin, la dissolution de la réflexion autour de l'exploitation familiale dans le mode de production capitaliste. Alors j'ai juste aussi un exemple, en 75, vous voyez qu'on était juste à une espèce d'ornière là,
C'est l'Association européenne des économistes agricoles qui est créée dans un colloque à Uppsala et qui crée l'European Review of Agricultural Economics en 1976. Et là, on a effectivement des positions, des articles qui s'en prennent à l'interventionnisme de l'État, qui véhiculent un discours finalement très hayekien, hein, du nom de l'économiste Hayek. Donc là, on a vraiment là aussi les signes annonciateurs que la problématique de l'exploitation familiale va péricliter jusqu'à à peu près aujourd'hui. Donc il faudrait, ça a été un peu dit, je répète, mais les tendances qu'on a aujourd'hui sur l'agriculture familiale, on peut s'interroger. Il y a effectivement des perspectives, on pense que c'est une agriculture qui est performante, la position de la FAO a été rappelée, etc. Bon, mais il n'en reste pas moins que cette agriculture, Hubert l'a rappelé à travers un certain nombre d'exemples, mais elle doit aussi se moderniser, elle doit devenir beaucoup plus intensive en capital, etc. Donc ça pose le problème de l'origine de ce capital, et finalement, l'agriculture familiale aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas prise, premièrement, dans un processus très schumpeterien de destruction créatrice? Il va falloir l'éliminer, même si on peut garder quelques niches quelque part, pour laisser place à un nouveau modèle agricole. Je vous recommande vraiment de regarder ce que Schumpeter dit, c'est assez brutal et violent, dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, où il dit les secteurs qui sont devenus obsolètes, il faut les éliminer pour laisser place à autre chose. Eh bien, on est probablement à proximité de Marx aussi dans cette affaire. On sait que Schumpeter nourrissait une grande admiration pour Marx, même s'il n'était pas tout à fait d'accord avec lui sur les issues des crises. Mais la question que je pose finalement, que reste-t-il de toutes les controverses qui ont animé les chercheurs à l'époque dans les instituts de recherche, dans les écoles supérieures d'agronomie, dans les universités? Alors il y a quelques figures qui effectivement essayent de remettre un petit peu, d'actualiser ce débat à la lumière de ce qu'on observe dans les statistiques et de toutes les problématiques qui sont les vôtres depuis ce matin, mais on a quand même une petite difficulté. Est-ce que ce ne sont pas finalement des thématiques très porteuses dans les universités? On sait que ça fonctionne d'une façon très, très compliquée, les financements de la recherche, etc. Donc bon, il y a peut-être, et de façon assez paradoxale, et je termine là-dessus, un paradoxe qui se situe en Angleterre. On pense que l'Angleterre est le pays du libéralisme, etc. Et pourtant, les chercheurs, à travers deux revues, le Journal of Peasant Studies et le Journal of Agrarian Changes, eh bien, eux, à travers notamment Henry Bernstein et Terence Bowles, eh bien, ils continuent d'étudier les relations, l'articulation entre l'agriculture et le mode de production capitaliste. Et quand on fait la comparaison entre l'Angleterre et la France, on voit bien qu'il y a quand même une dynamique de recherche de l'autre côté de la Manche comparativement à ce qui se passe chez nous, même si, encore une fois, vous avez un certain nombre d'auteurs, des sociologues du côté de François Purseg notamment, Hubert est là donc en économie aussi, mais c'est pas très répandu d'une certaine façon. Alors je conclus, il y a certainement besoin d'une cure d'historicité au marxisme en France, c'est ce que disait Henri Lefebvre. On en est, de mon point de vue, peut-être un peu loin parce que c'est pas tout à fait porteur, et puis ça permettrait finalement de mettre à distance la critique de l'économie et de la critique du capitalisme. Donc c'est un peu compliqué, et pourtant ça serait véritablement nécessaire. Alors j'en termine par un petit clin d'œil, mais je crains que aux prolétaires de tous les pays, eh bien, ce sera plutôt légumes de toutes les terres, unissez-vous.